On part. Alors, bonjour Robert-Pierre. Bonjour. C'est un grand plaisir de te retrouver. Robert-Pierre, tu étais architecte longtemps à la PCHQ pour le Conseil national de recherche pendant longtemps. Dis-nous un peu, tu es architecte depuis 1980, tu as été entrepreneur général au début de ta carrière? C'est ça. Étant donné que moi, je venais d'un milieu pauvre, évidemment, je n'avais pas de clients. Fait que quand j'ai terminé mon cours d'architecture, j'ai commencé par faire des stages en acoustique dans un bureau parce que je faisais du spectacle, alors l'acoustique m'intéressait beaucoup. Alors, je me suis spécialisé là-dedans. Puis après quelques années, vu que j'avais pas de clients de mon oncle qui voulait avoir des nouvelles maisons, de démarrer une entreprise d'entrepreneur général. Alors, je me suis associé à deux copains et puis on achetait des terrains, on empruntait, on construisait des maisons. J'avais pas de clients. Je voulais faire des maisons efficaces. J'avais le goût de faire des maisons innovantes un peu. Puis quand tu as des clients, ben, tu ne peux pas faire des maisons innovantes parce que les clients ont peur. Les clients ne veulent pas avoir des laboratoires. Ils ne veulent pas habiter des maisons expérimentales, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, moi, je construisais. Puis après ça, je mettais ça en vente en faisant valoir que mes maisons étaient plus performantes que les autres, mais c'est pas ça qui créait le plus grand succès. Les gens s'en foutent de la performance. Ouais. On parle de 1980, ça veut dire que c'était le début du programme R2000. C'est ça qui t'intéressait, les maisons efficaces? Ah oui, mais c'était plus que ça, là. Moi, je prenais des maisons qu'on pouvait monter avec des petites grues, des maisons préfabriquées en usine, Ouais. des compilations de maisons qui se montaient rapidement. Bon, il y avait un investissement à faire dans ça. Et puis, après ça, quand les taux d'intérêt sont montés à 14 bien là, on n'était plus capable de vendre nos maisons. Et puis, à un moment donné, j'ai vu un article dans le journal, il cherchait un architecte qui avait une expérience comme entrepreneur, puis qui était intéressé à l'innovation technologique. C'est comme ça que le Conseil national de recherche du Canada est venu me chercher à la PCHQ. Puis là, j'ai été là pendant 15 ans, 13 ans pour être exact, là. Et puis voilà, fait que ma carrière de chansonnier a plongé parce qu'on faisait du 65 heures, 70 heures par semaine. J'étais un peu partout dans l'innovation technologique, au Québec, en Europe, partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, en tout cas. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah ouais. Parce que toi, tu t'intéressais aux maisons particulières, éco-responsables, un peu innovatrices, du jamais vu, tout ça. Puis moi, j'étais toujours un petit peu obligé de me ramener au Code national du bâtiment, à me ramener à ce qui était permis, à ce qu'on pouvait faire comme architecte. Puis d'autant plus comme conseiller au Conseil national de recherche, j'exigeais que tous les matériaux passent par des programmes de consolidation, de crédibilité, des tests au feu, des tests à l'humidité, des tests à toutes sortes de choses. Puis ça coûte très cher pour les entreprises, fait que toutes les petites entreprises, bien, ils étaient bloqués à ce niveau-là. La Société canadienne d'hypothèque et de logement fournissait un peu d'argent pour des projets expérimentaux, puis la Société d'habitation aussi faisait ça. Fait que quand ces deux organismes-là apportaient un certain support, ben, moi, j'allais voir ces projets-là, puis j'essayais de voir s'ils pouvaient être admissibles à des projets de recherche et de développement technologique. Donne-moi un exemple. Quel genre de projet tu as soutenu dont tu es le plus fier? Il y en a plusieurs, mais en construction, il faut dire que c'est très long entre le moment où tu aides une entreprise et le moment où tu obtiens des résultats. Le plus drôle, c'est une entreprise qui faisait du coffrage isolant à l'époque et puis qui avait décidé de faire une innovation technologique intéressante, c'est-à-dire au lieu d'avoir des petits coffrages comme on connaît, là, à 18 pouces par 12 pouces ou 22 pouces ou 24 pouces par 12 pouces ou 10 pouces, peu importe, des petits modules qu'on assemble un peu sur les modèles qui avaient été développés en Suisse en particulier. Cette entreprise-là avait développé une technologie pour faire du coffrage en continu.
pouvaient sortir des longueurs de 20 pieds et avec de l'armature en métal. Alors, c'était tout un complexe industriel et puis à un moment donné, évidemment, ça manquait de fonds parce que ça coûtait très cher à faire ça. Puis les clients ne voulaient pas acheter ça parce que ça coûtait trop cher, parce qu'il aurait fallu en sortir des millions de pieds carrés pour que ça commence à être rentable. Donc, il a construit sa maison. Il a construit la maison de son cousin. Il a construit ci, il a construit ça. Puis à un moment donné, ça lui a donné un peu de crédibilité. Il a fait faillite 3 fois. Puis au bout de 15 ans, finalement, ça a marché. Il m'appelle. Je ne travaillais même plus, moi, au CNRC. Il m'appelle, il dit Robert-Pierre, il dit enfin, j'ai réussi. Je dis, t'as réussi quoi? Il dit, j'ai réussi à rentabiliser mon plan d'affaires. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, avec ton coffrage en continu, puis tout ça. Il dit, oui. Mais il dit là, il dit, bien mieux que ça. Il dit, je ne fais pas juste vendre du coffrage, je vends des usines clés en main partout dans le monde. C'était Serge Meillard, Et ça? voilà. Voilà. Polycrète? Il l'a nommé. Voilà. Fait que là, il vend des usines clés en main. Encore aujourd'hui? Tout le chemin qu'il a. Oui. Ouais. Alors, je l'ai invité, moi, à une conférence au Conseil de l'enveloppe du bâtiment pour dire à mes patrons, à travers la caméra, parce que je ne travaille plus là, parce qu'ils me demandaient tout le temps, coudonc, ils disaient, on investit dans tes projets de construction, Robert-Pierre, on met de l'argent là-dedans, puis on ne voit pas de résultats. Mais les clients n'en veulent pas. Les banques ne veulent pas financer ça. Ouais. Il y a très peu de monde qui veulent s'investir dans le risque. Ça fait que là, j'ai dit, enfin, j'en ai une qui a bien débloqué et puis qui fait ses preuves. Fait que je les ai invités. Si ça vous intéresse de venir voir ce que ça donne comme conférence, venez voir. Vous allez voir les deux mêmes partenaires nous montrer qu'ils ont réussi à peaufiner leur projet, à l'améliorer, puis à vendre des usines un peu partout dans le monde. Ils vendent des usines en Allemagne, il faut le faire. Là. Pour des petits Québécois, là. Ouais. Ça, ce n'est un exemplaire là, qui était ouais. quand même assez gros. Les autres, l'autre qui est intéressant aussi, c'est celui qui a commencé à faire du relevé avec un trépied et puis un projecteur au laser. Il mettait ça dans le plein milieu d'un bâtiment, mettons une église assez imposante. Et puis avec le rayon laser, il pouvait projeter son rayon sur le périmètre de l'église et puis AutoCAD le dessinait automatiquement. Wow. Fait que lui, il intervenait un petit peu avec sa souris pour être capable de corriger parce que des fois, le rayon laser tombait sur une colonne. Tu es rond, tu es ovale. Fait que là, il indiquait rond. Fait que le laser traçait un rond. Et puis comme ça. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu courant. Là. Mais lui, il était un des premiers. Là. Il fallait qu'il indique ses coordonnées GPS à l'aide de satellites qui étaient tout à fait aussi précis qu'aujourd'hui. Il fallait qu'il se mette sur des points géodésiques. C'était assez le fun de le voir aller. L'autre succès aussi, c'était les champs d'épuration, les fameux champs d'épuration de Premier Tech. Oui. EcoFlow. EcoFlow, oui, c'est ça. Eux autres, qui ont travaillé quasiment 15 ans avant de convaincre le ministère de l'Environnement que dans certaines situations, le monde ne pouvait pas continuer à acheter leurs eaux usées là, dans des fosses creusées à la main, puis que ça s'en allait dans les cours d'eau, tout ça. Ouais. Alors, ça a pris 15 ans avant que le ministère de l'Environnement leur trouve un protocole. Ils ont supporté ça pendant 15 ans. J'étais un de leurs premiers clients, moi, à l'utiliser, à trouver des clients pour eux autres comme architectes. Et puis, il y avait des contrats là, de 8 ans. Après 8 ans, tu changeais toute la sphaigne. Ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils récoltaient de la sphaigne. La sphaigne, ça prend 100 ans à pousser. Ouais. C'est Rivière-du-Loup, c'est toute cette région-là. Fait que là, ils ont développé des nouveaux substrats. Ils mélangent maintenant la sphaigne avec d'autres produits pour réduire la consommation de sphaigne. Okay. En même temps, c'est très efficace, ça fonctionne. Puis vu que si tu y fais attention, dans mon cas, j'avais un contrat de 8 ans, mais j'ai été capable d'étirer l'EcoFlow pendant 15 ans. Ils l'ont changé l'année passée.
15 ans, puis la ville ne te forçait pas à le changer. Non, non, si les résultats de l'eau qui sort de là est encore correct, tu peux Ouais. faire un test d'eau. OK. Il y a un tuyau qui mène à un petit bassin. Avec une pipette, tu peux tirer un exemplaire d'eau si tu veux contester EcoFlow. Puis OK. tu vas chez Laboratoire SM et tu dis, écoutez, l'eau qui sort de mon système, est-ce qu'elle est convenable pour s'en aller dans un fossé? Oh, Puis c'est là, ben, important. EcoFlow, ils ont dit, OK. C'est Ouais, ils important ont ce que tu changé dis leur là. fusil d'épaule. C'est important ce que tu dis là, parce Oui, que c'est ça, les gens se sentent obligés de la changer, la mousse, après 8 ans. ouais, mais ils ont développé quand même une expertise avec des photographies à distance qui fait que quand il y a un technicien qui vient, qui rouvre le caisson, il peut gratter la surface puis être capable avec une photo d'envoyer ça au laboratoire de SM, de Premier Tech, puis à la vue, puis à la texture de la boue qui est en surface. Ils peuvent OK. déjà savoir que ton système est foutu. OK. Puis, un des gros problèmes qu'ils ont, c'est que les plantes qui sont autour, ils adorent ça. C'est de la nourriture. Fait que là, ça s'envahit de racines. Puis, quand Ouais. les racines sont là-dedans, c'est plus capable de vider ton Oh, écoflow. OK. Il ne faut Ça pas attendre trop bloque. longtemps. Faut que tu déracines autour. Moi, Oui, j'ai ça. appris ça. Ouais, ben, c'est facile. C'est des petits arbres, des petits aulnes. Puis, tu arraches ça quasiment à la main, sinon avec un tire-fort. Moi, j'ai passé 2 heures avant-hier à déraciner. Bien, il faudrait J'ai préciser pas de justement que stabilité. tu es, un homme de lac, hein? Tu es un homme de la région de Magog, très impliqué en protection de l'environnement des Sainte-Catherine de lacs. Hatley. Sainte-Catherine, Oui, Sainte-Catherine de Hatley, oui. Président de l'association pour la préservation du lac Magog, lac l'APLM Magog, Magog. c'est ça. C'est ça, pendant 7, 8 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, on s'imposait pour réduire la vitesse. On se faisait crier des noms par ceux qui avaient des gros hors-bords. C'était Ouais, une guerre sans fin. C'est pas terminé. Là, les lacs, l'hiver, le pire, c'est que là, ils servent d'autoroute pour les motoneiges. ouais. Puis il y en a toujours un ou deux de temps en temps qui plongent dans la rivière en plein hiver. Mm. On faisait des récoltes, nous, à tous les ans, des déchets dans le fond du lac qu'on ciblait avec des plongeurs bénévoles. Ramassait 2 containers énormes, Ah, pleins ouais. d'une vieille Buick, un Chevrolet, une transmission, une moto marine, un vieux frigo des années 50. Incroyable. Puis les gens continuent à acheter des déchets. La rivière passe sous l'autoroute, puis le monde y jette les caisses de bière là-dedans. Ah, c'est que Ça existe encore. au Ça n'a 21e pas beaucoup siècle. changé. De la Ouais, peinture, des solvants. c'est fou. Puis le plus gros de la pollution pour le lac Magog, c'est encore les phosphates qui viennent des terrains agricoles. C'est essentiellement agricole tout le long du lac. Et puis là, bien évidemment, tu te bats contre des agriculteurs. Tu as mauvaise presse parce que les autres, ils font vivre la population. Mm. Donc, c'est très difficile de lutter contre ces gens-là qui font vivre la population, qui sont obligés de nourrir leur terrain. Donc là, on a convaincu plusieurs de changer l'orientation de leur fossé pour pas que ça s'en aille tout dans le lac. OK. Puis il y a encore un imbécile là, cette année là, qui a décidé de raser tout son terrain, mettre ça à terre nue, construire sa belle grosse maison, flambant neuve. Là. Puis il est bien content d'avoir mis du gazon. Il a tout rasé les arbres, On malgré les dirait que c'est interdits. toujours à recommander. Hein? Quand ça fait 30, 40 ans qu'on est dans un domaine, on pense que tout le monde a compris autour de nous, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est toujours à recommencer. Non, le discours, il est vert. Là. Tout le monde se fait lire là-dessus, là. Mais la population, là, c'est comme... Ça peut-être, d'après moi, ça s'est amélioré de... Pouf, je donne un chiffre comme ça, là, 5 6 Mais là, avec la crise qu'on a, la pandémie, ça va faire réfléchir les gens un peu, d'après moi. Ça prend des crises comme ça. J'espère. Voilà. Un autre de tes amours, c'est le patrimoine. Et j'aimerais parler de ta maison, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est rendu dans Ouais. des 175, des fois 200 $ le pied carré pour des maisons vraiment haut de gamme. Mais toi, tu as Même rénové pas une haut de maison, gamme. pas Ordinaire. toujours. Oui, c'est ça. Mais tu as sauvé une maison de la C'est-à-dire des maisons démolition. conformes au code. Ouais.
Hein? Tu as sauvé une maison de la démolition. Parle-nous un peu de ta maison. OK, en fait, en 99, j'arrive dans la région, je me construis une petite maison solaire passive, efficace, flambant neuve, etc., OK, devant le lac. Là, je bénéficie de tous les atouts là, de la réflexion solaire sur le lac, ça va bien. Puis, quand je me retourne et que je regarde l'autre côté de la route, il y a un taudis qui est là. Il y a un taudis qui est là depuis 10 ans. Puis moi, 2, 3 ans plus tard, j'essaie de trouver à qui appartient ce taudis-là. Je retrace un monsieur qui se promène sur le terrain. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites avec ce taudis-là? Il me regarde, puis il dit, c'est pas de tes affaires. Mais j'ai dit, est-ce que c'est à vendre? Parce que j'ai dit, franchement, elle est en train de tomber. Et que c'est pas de tes affaires. Le type, il ressemblait à Jacques Languérand. Un petit bonhomme, costaud, pas de façon, pas en tout. Puis il ramassait des blocs de béton qui traînaient partout. J'ai dit, est-ce que c'est vous qui êtes le propriétaire? Il dit, ouais, mais c'est pas de tes affaires. Là, j'ai dit, quand vous voudrez vendre, avisez-moi, je vais être intéressé. Ça fait que je voudrais au moins l'inspecter. Puis là, il y a des gens, des citoyens sur la rue qui ont commencé à faire circuler une pétition pour faire démolir cette maison-là parce qu'elle représentait un danger. Les Oui, enfants allaient là-dedans, les c'est ça. squatteurs allaient là-dedans. Il y en a qui ont mis Ouais. le feu dans les planchers. La Oui. baignoire était remplie de merde. On faisait des feux de camp la fin de semaine. Les vitres étaient cassées. Non, Aïe, la aïe, chenoute aïe. sur 2 étages. Là. Ouais. Danger public. Finalement, les gens se promènent. Lui, il n'est pas connu. Il ne vient pas souvent. Alors, on vient pour lui faire signer la pétition. Il dit, c'est quoi cette pétition-là? Ben, il dit, c'est pour faire démolir le shack, là. C'est ma maison, ça. Puis là, il regardait le nom des signataires. Il les connaît tous. Il était là pendant 20 ans, lui. Il dit, ah, des tabarnouches, il n'y en a pas un de ceux-là qui va avoir ma maison. Moi, il ne me connaît pas, presque. OK. Je n'ai pas signé la pétition. Alors, je me présente devant lui. Puis j'ai OK. dit, est-ce que vous seriez intéressé de vendre votre maison? J'ai dit, il paraît qu'il y a une pétition qui circule, comme quoi la ville va vous démolir. Il dit, là, je ne te dirai pas les sacs qui sont sortis, là. Il dit, s'il y en a un à qui je vais vendre, ça va être à toi. Il dit, tu as 48 heures pour me donner une réponse, sinon je mets une annonce dans le journal, puis on va en finir avec ça. OK. Donc, j'ai dit, je peux faire une inspection avant d'acheter quand même 13 ans la maison abandonnée, là, sans chauffage, pas d'eau ni rien. 13 là. ans. 13 ans abandonnés, oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, il doit y avoir de la pourriture là-dedans. Fait que je suis rentré là avec mes équipements, mon emporte-pièce, vilebrequin, tout ça. J'ai dit, je peux faire des trous partout. J'ai un trou de plus, un trou de moins, là. Il y avait des écureuils là-dedans, toutes sortes d'affaires. Aïe, aïe, Fait aïe. que j'ai passé 2, 3 heures à faire des trous dans l'âle de béton, dans les murs, tout ça. Puis j'ai remarqué que les murs étaient secs partout. Pourquoi dans la Parce dalle? qu'ils n'avaient pas mis d'isolant. Mais Bien, dans pour la... voir s'il n'y avait pas un pare-vapeur, pour voir s'il n'y avait pas un pare-vapeur, pour voir s'il n'y avait pas un isolant. Tu n'as pas percé ça à la main avec un vilebrequin? Non, non, une perceuse Ouais. pneumatique, là, quand même. J'espère. C'est ça. Puis OK. là, après ça, je suis allé dans le mur nord-ouest de la maison, celui qui pouvait être plus susceptible d'avoir des problèmes. Toujours le mur le plus froid, le mur le plus exposé au vent. C'était les armoires de cuisine qui étaient là. Il y avait ces cuisines, là, des grandes fenêtres. Fait que moi, j'ai percé à travers une armoire de cuisine avec un emporte-pièce. J'ai percé l'armoire, le fond de l'armoire. J'ai percé le gypse. Là, je suis tombé dans une cavité vide, 2 par 4, pas d'isolant. Ah, j'ai dit, franchement, ça n'a pas de bon sens, pas d'isolant, mais le mur était sec. Ça pouvait être Parce qu'il y bien avait une sec, oui. circulation d'air. C'est ça. C'était sec, sec, sec. Ça Là, j'ai continué respirait. à percer, puis à un moment donné, j'ai percé, puis je suis tombé sur, comment est-ce que ça s'appelle, le carton pressé là, qui servait de Carton parement fibre. intermédiaire. Là. Carton fibre. Le carton fibre. Ouais, Tentes. un bon 3/4 de pouce, 5-8, là. Et puis là, j'ai percé ça. Puis là, je suis tombé dans de la mousse de polyuréthane. Posé là, il y avait 30 ans. Il y a 30 ans, il y a quelqu'un à Sainte-Catherine-de-Hatley qui avait décidé d'isoler sa maison avec du polyuréthane extérieur. À grandeur. Fait que c'est Là, j'ai assez continué à étanche. pousser, à pousser. C'était complètement étanche. Je continue à pousser. Il y en avait 3 pouces. Oh, Bon. Puis là, protégé par une coquille d'œuf.
Coquille Le d'œuf. revêtement extérieur, c'est une coquille d'œuf. C'est C'est quoi un ça? enduit qu'ils mettaient sur le polyuréthane. C'est un enduit qu'on mettait sur le polyuréthane pour pas que le polyuréthane se désagrège au rayonnement ultraviolet, OK. puis qui donne une certaine résistance au choc. Un autre plastique. C'était comme une coquille d'œuf. Oui, c'était ça. C'est comme une espèce de vernis là, qui ressemblait à une coquille d'œuf, qui avait OK. peut-être un huitième de pouce d'épaisseur, mais qui était perforé par les pics de bois, qui était perforé par à peu près tout ce qu'il y avait autour. Là. OK. C'est sûr. Ça fait que lui, il avait décidé d'envelopper sa maison avec du clin de polychlorure de vinyle. Quand tu regardais la maison à l'extérieur, c'était polychlorure de vinyle. Alors, moi, le PVC. polychlorure de vinyle, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Je n'ai jamais aimé ça. Je trouve ça laid, épouvantable. Mais tu ne peux pas envoyer ça au site d'enfouissement. Ouais. C'est le C'est plastique le plus dégueulasse. polluant. Il ne faut jamais le brûler. Ça fait de la dioxine. C'est le plastique le Ah plus non, ça polluant. brûle ça ici à tour de bras, là. Ça brûle ça ici à tour de bras. Je vais baisser mon volume, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Le PVC, Oui, oui. c'est un plastique Alors, banni des chantiers olympiques depuis plusieurs années. Le PVC, c'est ce qu'il y a de plus polluant comme oui, plastique mais dans c'est ça qui est l'environnement. à la mode encore, puis c'est ça que les gens Ouais. font. Ça coûte pas cher, c'est Ouais. lavable, ça a beaucoup de qualité. Il faut juste pas l'envoyer dans un site d'enfouissement, il faut juste pas le brûler. Ça fait qu'au bout du compte, j'avais un Et- voisin, moi, qui était un chasseur. OK. Puis il dit, j'avais mis une annonce dans le journal. Si vous voulez récupérer du polychlorure de vinyle, j'en ai plein. J'ai une maison de 32 pieds par 30 pieds. Il y en a sur 2 étages. Ils sont arrivés un matin, 2 gars, avec une remorque. Ah ouais. Ils défaisaient ça à la vitesse de la lumière. Ils ont rempli 2 remorques, des petites remorques pleines de ça. Puis ils s'en allaient se faire des petits camps, eux autres, de chasseurs dans le Grand Nord québécois. Ah. J'ai dit, du moment que ça peut être réutilisé, puis que ça peut être maintenu comme revêtement extérieur, puis qu'on ne le brûle pas, puis qu'on ne le mette pas dans le sang. Ah, il dit, inquiète-toi pas. Nous autres, il dit, ça fait notre affaire en maudit. Ben, j'ai dit, ça fait la mienne aussi. Ça fait qu'ils l'ont tout pris. Ils sont partis avec. Fait que Ben là, je me suis bravo. retrouvé avec. Ouais. Puis C'est j'ai fait ça pour tous les éléments de ma maison que j'estimais que je ne réutiliserais pas. Des portes de garde-robe intérieures, des portes de ci, des portes, parce que moi, j'avais fait le plan, évidemment, d'une nouvelle maison. Alors, j'ai mis un annonce dans le journal, puis plusieurs personnes sont venues chercher ça. C'était des portes en Loan. Bon, des portes en Loan légères. Fait que là, les gens, ils venaient, ils dévissaient, tout ça, puis ils repartaient avec. Et puis là, ben, moi, je me suis défait comme ça graduellement de tout ce que j'avais. Ça t'a pas coûté cher de Puis, conteneur. Ça t'a pas coûté cher de non, conteneur pour j'ai ton eu aucun chantier. conteneur. J'ai eu aucun conteneur. J'ai eu aucun conteneur sur mon chantier. La seule chose, c'est qu'on avait loué voisin. J'avais loué d'un voisin une petite remorque. Puis dans cette remorque-là, on mettait tout le bois pourri, le bois qui était moisi, tout le bois là, qu'on ne pouvait pas vraiment faire à rien avec. Alors là, on a rempli sa remorque de toutes sortes de cochonneries. Puis on a eu une remorque de 4 pieds par 12 pieds, par 3 pieds de haut, pleine de choses là, qui s'en allaient effectivement au site d'enfouissement. Il n'y a rien d'autre qui aurait pu les récupérer. C'était même du bois traité qui avait pourri, tout ça. Alors ça, c'est parti. Puis j'avais un autre site qui récupérait tout le bois de charpente qui pouvait servir. Ça, c'est beaucoup de bois, là. Et puis là, j'emmagasinais ça pour que ça se lave à l'eau, ça sèche au soleil, ça fasse sécher. C'était tout croisé, là. Et puis finalement, le polyuréthane qui était là, ben, je devais le laisser là. Puis il y avait eu tellement d'oiseaux qui s'étaient fait de nids du côté sud, du côté chaud. Et quand tu regardais ça, ça ressemblait quasiment à un nid d'abeilles. Alors, je me suis investi à nettoyer ça un petit peu à la main. Et puis, à un moment donné, j'ai fait venir quelqu'un qui était spécialisé dans le polyuréthane. Et avec quelques injections de polyuréthane, on a comblé tous ces trous-là.
Et puis, on est allé chercher le facteur isolant total. Une fois que toutes les fenêtres, les nouvelles portes étaient installées, il est revenu pour ceinturer tout ce qu'il pouvait y avoir de périmètre. Fait qu'on a rendu cette maison-là étanche à nouveau. Ça, cet investissement-là coûtait 2500 $ au total. C'est à quelle taille cette maison-là? Je ne sais pas si tu vois, j'ai partagé une photo de la maison finie oui, aujourd'hui. C'est quelle dimension? oui. Ça, c'est 32 pieds de façade par 28 pieds de profondeur. OK. Alors là, quand vous avez enlevé le vinyle, y avait-tu des foraines? Comment tu as scellé exactement? Ouais, il y avait des fourrures qui avaient servi à tenir le vinyle. Ouais. Les fourrures étaient là. C'était pas mal inégal, c'était pas mal tout croche, mais le vinyle suivait les courbes. Ouais, Alors moi, j'ai rajouté un autre rang de fourrure que j'ai installé au laser. Puis par-dessus ça, j'ai installé un revêtement de planches, de pruches, sciées dans un moulin pas tellement loin de Sutton. Là. Ils venaient livrer ça, c'était mouillé, ça sentait bon. Puis on posait les planches les unes à côté des autres en encorbellement avec un chevauchement. OK. Je l'ai laissé sécher comme ça pendant 2 ans, que ça devienne très dur, très sec. Et puis au bout de 2 ans, on l'a enduit d'une teinture. Puis là, l'image que tu vois, c'est une image qui date déjà de pas loin de 8 ans, 9 ans. Puis aujourd'hui, on est en 2020. Il n'y a aucune détérioration de la teinture sur cette maison-là, puisque moi, j'ai décidé de faire un toit prolongé pour être capable de protéger ma galerie, qui m'a servi d'échafaudage pendant tout le chantier, dont j'ai payé 0 cent d'échafaudage. Ah, ça, c'est brillant. Et puis, ouais, pas besoin. Et puis aujourd'hui, quand je veux faire l'entretien de ma maison, ben, je me promène sur ma galerie périphérique. Les enfants qui viennent adorent courir autour de la maison. Et si on a des lavages de vitres à faire ou quoi que ce soit, on le fait debout sur une chaise, sur 2 étages, sans problème. Alors, cette maison-là ne reçoit jamais aucune goutte d'eau. Et la galerie, aucune neige. Et la galerie fait les 3 côtés? Les 4 côtés. Les 4. Wow! Oui, fait le tour. Oui, les enfants adorent ça, les chiens adorent ça. Ils se courent après, ben oui. Cool. J'ai été obligé à un moment donné aussi de doubler mes murs parce que certains murs avaient pourri. Il n'y avait aucun linteau au-dessus des fenêtres. Alors, au bout du compte, j'avais à peu près R23, R24, sans pont thermique. R23, juste avec l'uréthane et la structure, mais dans tes 2x4, tu n'as pas rajouté d'isolant dans les 2x4? Non, j'ai pas fait ça. Je l'ai laissé comme ça. Elle avait bien vécu comme ça. Il y avait eu je ne sais pas quoi là-dedans. Fait que moi, j'ai tout simplement désinfecté. J'ai jeté du poivre de Cayenne dans le... Puis le poivre de Cayenne, tu l'injectais comment et où? Poudré, de 1 litre à peu près. Là. Ouais. Puis à un moment donné, ben, tu as une cavité. Là. Tu saupoudres ça, là, à peu près une cuillère à soupe. Et puis tu fais le tour comme ça de ta maison pendant que c'est ouvert. Partout où il y avait eu de la moisissure, évidemment, on a arraché. On a remis ça au boissin. Puis les 2 grandes portes-fenêtres que tu vois dans la façade, là, ça c'était pourri à l'os. C'est pour ça que j'ai fait des fenêtres. Ça tombait bien, c'est le côté est. Fait que, ça a pourri parce qu'il y avait un immense balcon jadis qui partait de cet endroit-là, puis qui se rendait jusqu'au chemin, un balcon de 26 pieds de long en bois traité. Ce balcon-là, vu qu'il était en bois traité, que personne n'en voulait, puis personne ne veut récupérer ça. Traité à l'arsenic. C'était l'ancien traitement, c'est ça, l'arsenic. Donc, moi, je l'ai coupé en 2, puis j'en ai fait mon plancher de cabanon en arrière. Non, ça, il ne faut pas brûler ça à la maison. Dis-moi, on voit la toiture ici sur la 2e photo. Tu as ouvert la toiture pour profiter plus du soleil en hiver? J'ai ouvert la toiture, c'est-à-dire que j'ai rajouté une toiture par-dessus un toit existant. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, cette maison-là, c'était 1 étage en bas. Okay. C'était un atelier pour un artisan. Plusieurs années plus tard, lorsqu'il y a mon bandeau jaune, ils ont fait du logement par-dessus un toit plat. C'était un toit plat, ça. Ils ont fait un autre toit plat par-dessus, à la mitaine. Ça n'a pas fonctionné.
Il a fait un petit toit en pente douce. Ça n'a pas marché. Il faisait tout ça lui-même. Puis là, quand moi, j'ai décidé de prendre ça en main, j'ai vraiment commandé des fermes de toit pour que mon toit couvre tous ces toits-là, parce que je ne voulais pas envoyer ça au site d'enfouissement. Ils sont en dessous de mon dernier toit, qui est neuf, et les autres toits sont en dessous. Et quand je rentre dans mon entretoit, je marche sur un toit plat, tout asphalté, là, qui existe, et puis que le raton laveur a adoré. C'est une grande patinoire pour lui. Mais donc, tu l'as fait comme ça. Brûle. Tu l'as fait à deux pans pour de la même longueur, que ça soit équilibré, mais cette ouverture-là permet de chauffer davantage en hiver, c'est ça, avec le soleil? J'ai l'ouverture dans mon toit, tu la vois où, toi? À droite, vois-tu la nouvelle photo que j'ai affichée? Ça, c'est le triangle? C'est une photo d'automne, tu ne la vois pas? C'est parce que tu as affiché une deuxième photo que je ne vois pas sur mon écran. OK, c'est une photo d'automne. C'est une photo d'automne où on voit le lac. Et puis, en plus de voir le lac, on voit l'ouverture dans le toit. Et ça donne sur... Ça, c'est la première maison construite en 1999. Qui effectivement j'avais ouvert toute cette partie-là de toit parce que ça regarde le lac et puis vu qu'il y a un étage en haut, il y a un petit balcon qui donne sur une chambre. Si je n'avais pas ouvert ça, le petit balcon serait dans l'ombre tout le temps. Alors que là, il reçoit sa part de soleil. Ah oui, effectivement, c'est pas la même maison. OK. Alors, on va revenir à ta maison. C'est pas la même maison. Alors, dis-moi, il y a plein de choses intéressantes. Tu as gagné un prix même pour cette maison-là, cette rénovation-là. En quoi elle se distingue également? Bien, premièrement, c'est d'avoir récupéré une maison qui s'en allait au site d'enfouissement. Imagine, s'il avait fallu que cette maison-là prenne en feu avec le polyuréthane qu'il y avait là-dedans. Ça aurait été horrible. Ouais. Le polychlorure de vinyle qui ceinture la maison, ça aurait été un fiasco total sur le plan de la qualité de l'air. Donc, j'ai évité ça. Je n'ai pas eu besoin d'envoyer aucun de ces matériaux-là dans un site d'enfouissement parce que le fait d'avoir changé l'orientation de la fenestration de cette maison-là, elle consommait avant 28 800 kWh par année d'énergie. C'était de baisser ça à peu près à 23 000. De réduire. Et puis, j'ai atteint mon objectif en changeant que l'orientation des fenêtres, de tout. Il n'y a plus aucune fenêtre du côté nord. Tout est côté est, comme on le voit, puis du côté sud, qu'on voit un petit peu moins, là, mais puis du côté ouest. Donc, moi, j'ai du soleil tout le tour. J'avais des arbres à pleine maturité, ce qui fait que l'été, en pleine canicule à 32 degrés Celsius, la maison conserve sa fraîcheur à 23 degrés, 24 degrés Celsius pendant au moins 3 jours. Le quatrième jour, ça commence à être difficile. Le cinquième jour, j'y arrive plus. Et plus ça va, plus la canicule augmente d'intensité. Donc là, c'est un problème parce que là, l'humidité et la chaleur combinée, l'été, ça devient un petit peu inconfortable. C'est la clé pour climatiser naturellement. Les gens ne réalisent pas, il faut absolument ombrager de l'extérieur et non de l'intérieur. Hein. Voilà. La galerie, le surplomb de toit, il protège la galerie, puis en même temps, il projette de l'ombre sur les fenêtres quand l'été arrive. Là. Le soleil est plus haut. Là, on voit la ligne d'ombre, c'est le soleil du matin. Alors, c'est très tôt, j'en ai besoin. Puis à un moment donné, ben, la ligne d'ombre va baisser jusqu'à atteindre la moitié de la fenêtre, puis même va descendre jusqu'en bas, jusqu'au plancher des fenêtres, jusqu'au seuil aux allèges des fenêtres. Alors là, je me retrouve dans une maison ombragée à l'intérieur. Et dehors, quand je sors dehors, je suis à l'ombre. Mais il fait clair, il fait beau, c'est quand même de la belle lumière. Et puis, je m'en plains pas. Puis l'hiver, c'est tout le contraire, ça devient très lumineux. Janvier, février, là, ça rentre à plein tube. Oui. Puis, tu n'as pas de surchauffe printemps-automne. Ton toit mesure combien? La largeur du balcon, en fait, pour l'avancer? C'est un gros 4 pieds minimum parce que je voulais au début m'en servir comme échafaudage. Puis je voulais mettre des feuilles de contreplaqué 4 par 8. Alors, je me suis arrangé que la feuille de contreplaqué tombe à plat. Puis quand le chantier a été terminé, les feuilles de contreplaqué, j'ai été capable de les retirer.
c'est ça qui m'a servi de toiture finale. Étant donné que c'était une maison existante, j'avais un toit existant qui n'était pas fameux, mais au moins qui me protégeait des intempéries pendant que je faisais mon chantier. Fait que toutes mes journées étaient efficaces sur mon chantier. Ça, c'est l'avantage aussi d'une rénovation. Ça paraît que tu as été entrepreneur général, c'est ça, on veut être efficace dans l'usage des matériaux. Puis à l'intérieur, ça finit comment? Une maison qui est finie au gypse, peinturée au latex. J'habite dans un quartier relativement modeste. Je n'avais pas le goût de faire des choses à l'intérieur qui allaient dépasser un budget raisonnable dans ce quartier-là parce qu'un jour, je voulais me comparer aussi. Pour dire aux gens, venez ici, vous pouvez faire des économies d'énergie avec des moyens très simples. Vous n'êtes pas obligé de faire des extravagances à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez couvrir votre maison avec un gypse, puis tout le gypse récupéré dans l'ancienne maison, parce que moi, j'ai été obligé de défaire des murs, je m'en suis servi pour insonoriser mes planchers. Toutes les retailles de gypse, au lieu de les jeter dans le container dehors à la pluie, puis s'en aller je ne sais pas où, le gypse que vous récupérez, on le coupe en languettes de 2 pieds, peu importe. Puis quand les gens vont venir poser le nouveau gypse sous les plafonds, on va se servir de ce nouveau gypse-là qui va servir de base pour insérer tout le gypse récupéré dans... C'est devenu des caissons qui a servi d'insonorisation entre le rez-de-chaussée et l'étage en haut. Ça fait de la masse thermique aussi, pas cher. Ça fait de la masse thermique du côté sud. Bien, si tu rajoutes quelque chose de nouveau dans un devis officiel fait par un architecte, les entrepreneurs, ils ne savent pas, ils ne l'ont pas fait. Donc là, ils mettent un 5-10% de plus sur leur soumission. Si tu es sur place, tu expliques ta situation, les gens sont collaborateurs. Moi, je ne voulais pas qu'on jette de gypse nulle part, puis eux autres, ils ont l'habitude de jeter ça par les fenêtres dans un container. Non, non, non. J'ai dit, faites-vous un caisson, mettez-les là-dedans. Puis tout le vieil isolant qu'il y avait en bas autour des fondations, on l'a tout coupé en sections, on l'a réinstallé dans les cloisons de murs. Donc, tout l'isolant qu'il y avait, le peu qu'il y avait en bas, là, je les ai réinsérés. Pêle-mêle, là où sont les fenêtres, j'avais... J'ai aussi repris mis les retails de gypse chez nous en construction dans les cavités minérales. Un petit truc que François Dubrousse de Ressources naturelles Canada m'avait appris. Là, j'ai ouvert ton diaporama. Le diaporama où tu parles du budget maison salaire passif. En Estrie, en 2016, on estimait que le coût de construction conforme était entre 150 et 175 $ le pied carré. Et ça, c'est il y a 4 ans, ça augmente toujours. Parle-moi un peu aujourd'hui, tu es vraiment un champion de la rénovation. Pour toi, ça vaut beaucoup plus la peine, tant pour la planète que pour notre portefeuille, que de rénover plutôt que de construire ces jours-ci? Moi, je trouve qu'à plusieurs égards, on détruit facilement. On déconstruit, on a démoli une maison patrimoniale à ma gueule de maison. Ça prend vraiment une bonne inspection avec quelqu'un qui est habitué de faire de la construction et de la rénovation. Hein. Quand on regarde une vieille maison, est-ce que ça vaut la peine? Non, mais oui, mais pour revenir à la question de la rénovation, souvent les gens, ça fait peur. Hein, la rénovation, les gens hésitent, ils ne savent pas avec quoi ils vont aboutir. Ça prend vraiment une bonne inspection. Hein? Ça prend plus que ça. Moi, je pense que quand tu veux faire une rénovation qui ne te coûte pas cher, il faut que tu fasses ta rénovation d'un seul coup. Si tu commences à rénover ta cuisine, puis 1 an plus tard, c'est ta salle de bain, puis 3 mois plus tard, c'est la chambre à coucher, tu n'en finis plus d'être dans un chantier, tu es dans la poussière, tu ne veux pas salir les autres pièces, tu es obligé de te cloisonner. Il faut que tu prennes une décision, puis que tu te dises, bon, ben là, pendant 6 mois, je vais habiter dans une maison roulotte à côté, là. S'il faut que je la loue, je vais habiter là, je vais me brancher sur mon eau potable, me brancher sur mes égouts s'il faut. Mais là, on fait un curetage à l'intérieur de la maison et on arrache tout ce qu'on n'aura pas besoin d'arracher, mais on garde tout ce qu'on a besoin. Moi, dans ma maison, j'ai quand même conservé 60% de toutes les cloisons puis du gypse qui était là déjà. Alors, ce gypse-là, il m'a servi, là. J'ai mis du gypse par-dessus, ça a donné une cloison un petit peu plus insonorisée. Puis, j'ai pas été obligé de tout arracher, là. J'ai conservé tout ce que j'ai pu, mais ça prend un plan
pour une nouvelle maison que tu vas faire avec l'ancienne. Une fois que ton plan est bien fait, ben là, tu te dis, qu'est-ce que je peux conserver de cette ancienne maison-là? C'est sûr que quand c'est une maison patrimoniale, c'est plus délicat, parce que tu veux faire attention aux boiseries, tu veux faire attention. Mais dans la plupart des maisons qu'on jette à terre, ce n'est pas des maisons nécessairement patrimoniales. C'est des maisons comme la mienne, construites dans les années 50, 60, qui ont encore toute leur structure, mais qui ont dégénéré parce qu'il y a toutes sortes de détails de construction qui étaient mal conçus, mal pensés. Et puis, on fait un curtage, on arrive à la structure. Moi, j'étais capable de récupérer tout mon filage électrique de ma maison ancienne. Ça a pris une demi-journée pour enlever le filage. Ça va vite, là. Tu coupes à gauche, tu coupes à droite, tu tires dessus, tu le mets à terre, tu le mets à longueur. L'électricien arrive, il regarde les fils, puis il dit « Ah, mon Dieu, c'est du filage de 1950. » Je dis « Oui. » J'ai dit « Es-tu encore bon, oui ou non? » Ben, il dit « Ben oui, il n'y a pas de problème d'utiliser ça. Parfait. » Il en assume la responsabilité. Tout le filage qui a été utilisé était du filage conforme. Même l'ancien filage, on a pris l'ancien filage conforme. Dis-moi aussi, une vieille maison, souvent, c'est rempli de peinture au plomb, il peut y avoir de l'amiante. Est-ce que tu as pris des précautions à ce niveau-là? Il n'y avait aucun amiante dans cette maison-là, OK. premièrement. S'il y en avait eu, souvent, c'est l'isolation du toit. Moi, c'était du polyuréthane. Mais il y a de l'amiante. OK, donc pas d'amiante, puis on peut l'encapsuler s'il y en a. Puis la peinture, si on fait tomber des murs, il faut quand même porter des masques. Il peut y avoir du plomb dans l'air aussi. Pour conclure, au niveau de la rénovation, qu'est-ce qui serait important que les gens ne considèrent pas très souvent quand ils décident peut-être trop vite de démolir puis construire à neuf? C'est une bonne idée de tout faire d'un seul coup puis de ne pas habiter là parce que ça crée pas mal de stress sur les familles de rénover pièce par pièce, comme tu dis, pendant des années. Puis côté santé aussi, ça fait plein de poussière. Hein. Tu disais aussi l'autre jour que c'est très rentable. Tu as fait les calculs des économies d'énergie à long terme. Si on veut conclure, en fait, ce qu'on veut, c'est les résultats. Puis d'avoir réussi à transformer ce taudis, abandonné pendant 13 ans, quand même une maison qui avait déjà 30 ans, et d'avoir réussi à en faire une maison solaire passive sur le plan énergétique très efficace, avec un investissement énergétique en termes d'isolation ajoutée là, de 2 500 $ pour augmenter l'isolation des fondations surtout. Ben, on doit admettre que pour une maison de 1000 pieds carrés par étage, sur 2 étages, sur une facture d'environ 2000 $ par année, on réussit à économiser 20% de cette facture-là annuellement. Donc, 400 $ par année. 400 $ par année, ça fait en sorte que le 2500 $ qu'on a investi au point de départ pourrait réisoler davantage les murs de fondation. Ce retour sur cet investissement-là a pris 6 ans. Depuis 2011, c'est des réductions. C'est une économie de 400 $ par année sur cette maison-là. Les fenêtres, ce sont des fenêtres thermos, verre simple, sans gaz inerte, sans pellicule à faible émissivité. Des fenêtres qu'on n'a plus le droit d'utiliser aujourd'hui, parce qu'il faut absolument qu'on mette de l'argon, il faut absolument qu'on ajoute des pellicules à faible émissivité, ce qui n'est pas nécessaire. Sur une période de 13 ans, on a réussi à économiser 62 300 kWh. On peut les calculer à 0,08 cents du kilowattheure, ce qui donne un total de 5 300 $ sur 13 ans. Donc 400 $ par année, plus ou moins. Quand on pense qu'on avait condamné cette maison-là et qu'on voulait la démolir suite à une pétition locale et l'envoyer au site d'enfouissement avec tout ce que ça veut dire, là, de putréfaction cancérigène là, dans ces sites-là. Là. La rénovation demeure un mot tabou. Ce qu'on entend souvent, c'est on sait quand ça commence,
On ne sait jamais quand ça finit. Les vieilles affaires, ça coûte les yeux de la tête. Travailler dans le vieux, c'est pas payant. OK, on va arrêter ça là. On va présenter ça dans la revue, justement, d'été.